Bienvenue à tous. Donc, vous êtes dans un live privé sur l'automatisation et la transformation du FEC en un tableau de bord Power BI en passant par un moteur de données qui s'appelle NAS. Moi, je m'appelle Jérémy, je suis le fondateur de Cachetory et Cachetory, c'est la société qui a développé NAS, qui permet d'avoir ce moteur de données qui permet de transformer n'importe quelle donnée en entrée en un format de sortie qui soit facile à digérer. Et Power BI est un super outil pour digérer ce qu'on peut faire en sortie de NAS. Et donc, je te laisse te présenter rapidement, Alex. C'est Alexandre et du coup, moi, je suis un ancien contrôleur de gestion. Et voilà, j'ai fait donc des études de finance classiques et je me suis mis à Python il n'y a pas si longtemps parce que voilà, dans Power BI, on peut faire pas mal de choses, mais après, la requête M, ça devient un peu limité. Et donc, c'est pour ça, du coup, je suis arrivé sur Python et maintenant, je fais l'alliance des deux. Donc, je propose des prestations de services pour les entreprises pour automatiser leur tableau de bord financier. Et ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, du coup, c'est un tableau de bord qu'on a constitué avec Power BI qui est complètement open source. C'est-à-dire que vous allez pouvoir le réutiliser et on va vous expliquer comment ça s'est constitué. Donc, sans plus attendre, c'est parti. Je te laisse partager ton écran, Alexandre, et puis on C'est va parti. mettre l'agenda de cette intervention. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Yes, c'est bon. Ok, top, top. D'abord, merci Cool. à tous. Franchement, on est hyper contents parce que bon, là, on est déjà 27 dans le chat, donc ça, c'est hyper cool. On a vu que le post, il avait pris pas mal d'ampleur et du coup, on est content que le sujet porte. Donc aujourd'hui, on va regarder donc Fexis. Et donc, le déroulé va être le suivant. On va regarder, en fait, on va vous expliquer un peu pourquoi le FEC, comment, etc. Après, on va vous présenter Fexis, donc du coup, vraiment le rapport Power BI. Et on va aussi vous montrer un petit use case que moi, j'avais commencé. En fait, c'était de faire justement le FEC dans Power BI. Et juste après, viendra en fait ce pourquoi, du coup, je me suis détaché un peu de Power Query pour aller sur NAS, du coup. Donc, le FEC, en Cool. fait, c'est quoi? Donc, le FEC, c'est un fichier d'écriture comptable qui retrace en fait l'intégralité de vos activités professionnelles en fait dans votre entreprise sur une période donnée. Il faut savoir que le dépôt, en fait, il est obligatoire. En fait, à la base, le FEC, il est utilisé par l'administration fiscale pour faire des contrôles, comme des contrôles de TVA, par exemple. Et il est obligatoire depuis 2014. Et en fait, il est fourni tout simplement par votre expert comptable, celui qui détient votre data. On a du mal avec ça avec Cachetory, c'est en fait la détention de la data. Comme en fait votre data, c'est vous qui la créé à partir de votre activité. On aime bien récupérer notre data parce qu'en fait elle nous appartient et elle appartient pas du tout à votre expert comptable. Donc voilà, on a mis un petit screenshot d'un FEC à quoi ça peut ressembler. Donc c'est pas sexy du tout. C'est beaucoup de lignes, très brut. Pour un petit exemple des logiciels comptables qui peuvent sortir des FEC, on a SAP, Sage, Odoo et bien d'autres. Du coup, Jérém, je ne sais pas si tu as préparé du coup le petit formulaire, le petit Yes, sondage. yes, yes. En gros, on a des gens qui sont sur Odoo, des gens qui sont sur SAP. Donc, SAP, Income, ouais, c'est le petit dernier, c'était Fred de la compta. c'est ça. Ok. Bon, et donc du coup, justement, en parlant d'Income, en fait, on a trouvé un petit use case. Du coup, on a trouvé ça sur Internet. Et donc, on peut se connecter au logiciel, on trouve l'exercice clôture, on clique sur l'historique, et en fait, ça nous permet d'exporter. Donc, c'est une procédure qui est quand même assez simple de pouvoir récupérer son FEC. Yes. Alors le FEC pourquoi? Pourquoi le FEC? En fait, comme je le disais tout à l'heure, en fait, au-delà d'un usage purement fiscal, l'idée c'est de récupérer toutes les écritures comptables et en fait de créer un tableau de bord automatisé. À n'importe quel moment de l'année, on va pouvoir l'alimenter. Par exemple, on va prendre son FEC en fin d'année, on va prendre son FEC à la fin du mois et on va pouvoir alimenter le tableau de bord. L'avantage du FEC, c'est que comme il retrace toutes les activités, enfin toutes les opérations, on va pouvoir reconstituer les états financiers qui sont le bilan, le compte de résultat, la trésorerie. On va pouvoir calculer des SIG, on va pouvoir calculer des indicateurs spécifiques. Et on va pouvoir aussi surtout le comparer avec des exercices précédents et du coup de déterminer voilà, potentiellement des écarts, de comprendre en fait notre business. Donc les exercices précédents ou les mois précédents du coup selon l'actualisation. Et enfin du coup de créer un tableau de bord interactif et c'est pourquoi on va vous présenter Fexis. Donc, le fait qu'il y a quand même un challenge technique, hein, c'est qu'on a énormément de quantité de données. Sur certains FEC, ça peut dépasser le million de lignes. Et quand vous avez 1 million de lignes à traiter, clairement, Excel, c'est pas du tout un outil fait pour traiter 1 million de lignes.
Je ne sais pas si quelqu'un a déjà essayé de rentrer 1 million de lignes dans Excel, mais c'est voilà, c'est l'histoire de ma vie, ça. Le truc, il explose, quoi. Donc là, il y a vraiment cette problématique-là. Et ensuite, il y a aussi la qualité des données. En fait, on a des colonnes qui sont quand même non utilisées parce qu'en fait, il faut quand même se dire que le FEC, c'est un format standard et certaines activités ou certains logiciels vont utiliser des colonnes et d'autres non. Ce qui fait que des fois, il y a des colonnes vides, des fois qui sont pleines et du coup, il y a un besoin en fait de restructurer tout ça. Il y a des encodings de fichiers différents aussi, il y a des fichiers qui sortent différemment. Enfin, il y a plein de formats de sortie finalement qui rendent parfois le fait de digérer les FEC et de les prendre en entrée un peu complexe à traiter, quoi. Ouais, c'est ça. Et donc du coup, on a aussi donc les règles métiers à appliquer. Donc c'est par exemple dire voilà tous nos comptes 7, on va les mettre dans le chiffre d'affaires ou on va retraiter les subventions d'exploitation. Enfin voilà, c'est toutes les règles en fait qu'on va devoir appliquer qui ne sont pas présentes dans le FEC. On est vraiment sur un FEC, on est vraiment au numéro comptable. Et ensuite il y a la facilité de visualisation. Clairement, on vous l'a montré tout à l'heure, un FEC c'est pas du tout visuel. Et comme je vous l'ai dit, faire un tableau de bord dans Excel, le problème, c'est qu'il faut arriver à traiter le million de lignes si on a un FEC de plusieurs millions de lignes. Ouais, c'est pourquoi, encore une fois, on est passé sur Power BI. Voilà, donc du coup, comment en fait fonctionne FEXIS d'une manière générale? Premièrement, on a l'input, c'est les données brutes. Donc, on a le FEC N et le FEC N-1. Et ensuite, on a ce qu'on appelle un modèle. Donc, c'est clairement en fait le script NAS qui va en fait tourner et envoyer la data du coup en output dans Power BI. Yes. Faut comprendre qu'en fait ça c'est un modèle qui est assez classique et bien sûr on pourra envoyer la présentation, mais c'est un modèle assez classique que vous allez retrouver dans tous les schémas de transformation de données. On va avoir des inputs, un modèle et un output, et c'est ça qui va nous permettre de bien segmenter les données qu'on a en entrée dans le réservoir. Dans le réservoir de la voiture, il y a les données, il y a le moteur qui tourne qui s'appelle NAS et il y a l'output qui est le tableau de bord qui vous permet de piloter votre voiture. Et en fait, c'est vraiment en segmentant ces trois composants-là, ces trois éléments-là, qu'on arrive à faire des projets data qui fonctionnent bien et qui peuvent tenir dans le temps. Voilà. Donc du coup, on vous enverra la presse et on a fait du coup aussi un petit mode d'emploi qui va pouvoir vous permettre d'installer tout ça. Donc tout ça, c'est complètement gratuit, c'est open source. Vous faites ce que vous voulez. Jérém, on envoie le Notion tout de suite dans le chat ou on attend un peu on va faire la présentation. On va le mettre pour pas vous déconcentrer. Pour pas vous déconcentrer. Faut pas vous déconcentrer. On va vous rester captivé. On va vous montrer comment on a fait. On l'envoie à la fin. Vous pourrez le setup vous-même. Voilà, ok. Bon allez. Donc voilà, donc là il y a toute la procédure et on vous l'envoie à la fin du Meet. Donc maintenant, si on rentre, vous avez besoin d'un script et d'un fichier PBX. Donc vous avez besoin de deux fichiers, le fichier Power BI et le fichier NAS. Et c'est ces deux fichiers-là que vous allez les mettre dans les deux outils qui vont vous permettre de les faire parler entre eux. C'est ça. Donc il y aura tous les liens ici, le lien URL pour Power BI, le script ici. Vous avez toute la procédure et vous avez surtout une vidéo. Des fois, je sais que certains préfèrent une vidéo, donc la vidéo, il y a une vidéo explicative. Du coup, je pense qu'on peut rentrer dans FEXIS, Jérém, qu'est-ce que tu en penses? Allez, c'est parti. Allez. Donc FEXIS, voilà à quoi ça ressemble. Donc nous, on est vraiment ouvert là-dessus. N'hésitez pas à nous poser des questions, à nous faire des remarques. On en parlera même à la fin du Meet, justement. L'idée, c'est vraiment une première version brute et on a besoin, en fait, justement, de vos inputs pour savoir comment on peut améliorer les choses ou même vous pouvez l'améliorer. Et l'idée, c'est de travailler en collaboration pour passer une V2 et avoir quelque chose de beaucoup plus constructif, beaucoup plus costaud. Donc ici, comment ça fonctionne FEXIS? Donc ici, vous avez un premier sélecteur qui permet en fait de sélectionner votre année de comparaison. Donc ici, on n'a que 2 années. Donc on va pouvoir sélectionner 2017-2018 et avoir donc cette interactivité. Donc ici, forcément, j'ai pas de données ici. J'ai pas de variation, bien sûr. Voilà, on n'a pas de variation parce que forcément, on est sur l'année 2017. Donc on va rester du coup sur 2018. Donc on a préféré ici mettre en place les variations pour en fait capter un peu le trend et la variation par rapport à l'année dernière. Donc on retrouve le chiffre d'affaires, la marge brute, l'excédent brut d'exploitation, le besoin en fonds de roulement, les créances clients, les dettes fournisseurs.
avec ici donc la valeur de l'année sélectionnée à chaque fois. En deuxième, on retrouve un graphique, en fait, une comparaison de l'évolution du chiffre d'affaires par rapport à N et N-1, qui permet un peu de capter le trend et de savoir un peu comment il a évolué notre chiffre d'affaires au cours de l'année. Ensuite, on a notre deuxième graphique qui est la position de trésorerie. Donc, hyper intéressante, en fait, avec votre cash-in et le cash-out ici, et la position de trésor cumulé sur l'année. Également, on a notre présentation des charges, du coup, toujours N versus N-1, et on a la fonction de Power BI qui permet, en fait, donc, du coup, de forer la donnée. Donc, ici, on a notre catégorie charges, et quand on va cliquer dessus, en fait, on va avoir cette segmentation des charges qui va se mettre en charges d'exploitation, coûts directs, charges exceptionnelles et charges financières. Par exemple, si on veut aussi plus de détails sur les charges d'exploitation, on va continuer de forer. Donc, on va continuer de forer, on va cliquer sur charges d'exploitation et dans les charges d'exploitation, on aura encore des segmentations. Et bien évidemment, tout ça, c'est écrit dans le script. On vous montrera tout à l'heure comment on a catégorisé. Et tout ça, c'est libre à vous aussi de le modifier pour, en fait, chacun c'est peut-être ses catégories par rapport à son activité. Mais on peut aller du coup très, très loin. En fait, à chaque fois, on va faire des niveaux comme ça et on va pouvoir descendre à l'infini. Tant qu'il y a des niveaux, on va pouvoir descendre. Donc, voilà. Et ensuite, on a notre dernier graphique qui est en fait plutôt un équilibre des masses sur le bilan. Donc actif versus passif, mais surtout un peu les grosses masses du bilan IFRS qu'on peut retrouver comme l'actif courant, le passif courant, l'actif non courant, le passif non courant. Donc je sais que certains parlent aussi de circulant, donc du coup on en parlera tout à l'heure, savoir quel est le terme le plus approprié, les deux s'utilisent. Et donc en fait pourquoi on fait Xis et pourquoi je suis passé aussi par Python en fait pour régler ça. Il y a quelques mois, j'avais commencé à le faire sur Power BI et du coup utiliser que Power Query. Et donc c'était l'interface que j'avais commencé. Hein, ça, c'est un exemple. Et donc dans Power Query, je sais pas du coup si certains connaissent un peu Power Query, mais en fait à chaque fois, voilà, c'est du clic sur des boutons où on va ajouter des colonnes, on va catégoriser, on va faire des colonnes conditionnelles. Et on est quand même obligé ici, si on veut quand même s'y retrouver, on est obligé d'ici de renommer à chaque fois nos requêtes. Le problème, c'est que des fois, on arrive à des limites. Par exemple, quand on veut faire une colonne conditionnelle et qu'on a, je sais pas, 20 conditions, c'est problématique à chaque fois de cliquer sur des boutons et de vouloir ajouter la colonne conditionnelle. Donc, moi, ce que j'étais obligé de faire, c'est de l'écrire derrière, l'écrire en fait dans l'éditeur avancé de Power Query. Et donc, voilà à quoi ça ressemble derrière. À chaque fois, quand vous appuyez sur des boutons, ça ressemble à ça. Ça s'empacte comme ça et c'est clairement illisible. Enfin, c'est empaqueté et c'est pas du tout lisible. Et on vous montrera la différence avec NAS, qui est juste, ça n'a rien à voir. Et la partie qu'il y a ici en bas, qui vous paraît déjà d'autant plus lisible, c'est celle que j'ai dû écrire à la main. Et vous verrez qu'on retrouve quasiment la même chose dans Python. Donc ici, Alex, si ouais. je veux juste poser une question, c'est ici tu avais fait cette transformation de données. C'est si c'est ce compte-là, alors telle valeur, etc. Exactement, ici c'est toute ma transformation de données. Et on retrouve ici, voilà, si ça commence par 11, alors c'est report à nouveau. Si ça commence par 12, alors c'est résultat de l'exercice. Voilà, c'est ici que j'avais tout noté. Et donc tout ça, j'ai dû l'écrire à la main parce que quand on fait une colonne conditionnelle dans Power BI, clairement, c'est trop problématique à chaque fois d'ajouter des colonnes. Et donc ça, c'est la version en fait où juste vous appuyez sur des boutons et le texte s'écrit. Voilà. Il faut savoir qu'en fait, Power BI, c'est un outil no-code et derrière, forcément, il y a du code qui s'écrit. Ça peut s'apparenter à Webflow, par exemple, quand on déplace les cellules, etc. Et du coup, il y a toujours une part de code HTML, CSS qui s'écrit derrière. Voilà. Du coup, est-ce que, Jérém, tu prends la main pour aller dans NAS ou on passe par mon écran ? Je peux laisser sur ton écran parce que ouais. j'ai des travaux juste au-dessus, donc mon son va être. Ok, je vais essayer de couper mon son et de dire juste ce que j'ai besoin, histoire de pas embêter tout le monde avec les travaux juste au-dessus. Ok. Donc là, je vais en profiter qu'il n'y a plus de bazar pour vous expliquer, du coup, peut-être rapidement ce que c'est NAS. Donc, nous, pour l'équipe Cachetori, on est des anciens financiers. On a travaillé en financière de grands groupes et de PME, TI.
Et on s'est retrouvé donc forcément à faire du Excel et du VBA, à essayer d'automatiser nos rapports pour pouvoir passer plus de temps sur l'analyse et moins de temps sur la production, ce qui est vraiment l'enjeu capital quand on fait ce genre de métier. Et on s'est retrouvé assez vite bloqué parce que Excel et VBA, ça va bien 5 minutes, mais ça ne permet pas de faire tout ce qu'on veut. Et Power BI arrivait au moment où j'ai commencé à créer Cachetori. Et c'était une révolution parce que ça permettait de tout de suite créer des dashboards beaucoup plus dynamiques et interactifs, mais qui avaient aussi ces challenges techniques, notamment sur le volume de traitement des données et sur l'auditabilité. On a regardé ce qu'on pouvait faire dans le milieu de la data science aujourd'hui pour pouvoir accueillir plus d'étapes de traitement de données et avoir plus de transparence. Et c'est là qu'on est tombé sur les notebooks, Jupyter Notebook. Alors, vous avez peut-être jamais entendu parler de Jupyter Notebook, mais c'est un logiciel qui est utilisé dans 90% des cas dans les sujets de data science, de data science. Ça permet du coup d'écrire du code et d'écrire du texte dans un même document. En fait, si on résume, des notebooks, c'est l'enfant d'un Word, d'un Excel. On va avoir cette notion de bloc de code et de bloc de texte. Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire votre procédure de manière textuelle. Donc, quand je suis un business, je vais l'écrire cette procédure. Et ensuite, je vais rajouter les cellules de code qui vont venir exécuter la procédure textuelle que j'aurais écrite avant. C'est-à-dire que c'est complètement auditable et n'importe qui aujourd'hui qui parle le Python, qui est le langage le plus répandu à la data science aujourd'hui, va pouvoir utiliser ce genre de support pour pouvoir documenter et mettre vraiment le business et la technique sur la même page, mais littéralement sur la même page. Comme vous le voyez ici, on a un explorateur de table de matière sur le côté gauche. On a un écran central qui détient la feuille, le notebook. Et on a sur le côté latéral gauche un explorateur de fichiers. Tu peux peut-être montrer l'explorateur de fichiers tout à gauche, là, où tu vas pouvoir déposer tes fichiers FEC avec l'onglet latéral gauche. Donc là, vous avez vos fichiers FEC, vous avez votre fichier notebook, vous avez vos CSV. Et en fait, tout ça, ça a été généré par le script. On a mis le TXT, les deux fichiers TXT qui correspondent au FEC en entrée, le script, on a lancé tout ça et ça a créé tous les outputs, donc les datasets que vous voyez là, le bilan, charge, entité, etc. Voilà. Si on revient peut-être sur la table des matières, Alex, là, je peux te relaisser la main. Si vous savez, Laurine, si vous savez pas coder, il y a des templates et c'est pour ça qu'en fait, on laisse totalement open source ce template et on va, nous, de toute manière, développer une formule low code par-dessus pour pouvoir abstraire la complexité du Python. Donc, on a cette volonté, nous, d'évangéliser sur ces sujets-là pour que, en quelques formules, vous puissiez accéder à des traitements de données qui sont préfaits. Et c'est les premières briques qu'on fait là avec ce projet sur la partie finance et tableau de bord sur la base du FEC. Donc, le langage Python et le low-code qu'on va rajouter par-dessus vont permettre de faciliter l'accès à tous ceux qui connaissent pas encore Python. Mais croyez-moi, ça va forcément arriver dans le milieu de la finance. Vous allez forcément vous donner à voir à manipuler ce genre de technologie parce que dans le futur, c'est clairement là-dessus que les compétences techniques des financiers vont devoir s'aiguiser un peu plus, quoi. Et on le voit dans tous les projets qu'on a pu faire jusqu'à maintenant dans les directions financières de grands groupes et de TI. C'est ça. Donc, peut-être que tu peux présenter du coup, Alex, les steps assez rapidement. J'avais même un truc aussi pour rassurer, c'est qu'on avait bien la vidéo qui est dans la page web. On vous fiera du coup la vidéo. C'est vraiment très très simple, quoi. Il n'y a pas besoin de coder. Et je voudrais aussi rajouter quelque chose, c'était de se dire en fait faire le parallèle justement avec le Python et les outils no-code comme Power BI. C'est que Power BI, en fait, quand vous allez concaténer donc du coup des tables, je prends cet exemple parce que du coup on l'a fait aussi dans ce script. Vous allez appuyer sur, je crois, 3-4 boutons. Voilà, 3-4 boutons que vous allez cliquer pour concaténer vos tables. Mais ici, c'est juste une ligne de code, par exemple. Vous voyez, donc en fait, au lieu de passer par la souris, vous passez juste par le clavier. C'est juste ça. Donc vraiment, il faut pas du tout avoir peur du code.
Et du coup, oui, pour les étapes, donc les étapes sont assez claires. Il y a juste besoin donc, de déposer en fait vos fakes dans un répertoire spécifique. Le code donc va lire ces fakes, il va les traiter, nettoyer un peu toute la donnée, etc. Il va du coup ensuite créer des catégories comme on l'a vu tout à l'heure, qui sont ici. Donc par exemple, clairement, on va dire voilà tout ce qui commence par 40, ça va être des dettes fournisseurs par exemple. Et ensuite, il va générer des CSV. Il va générer en fait donc du coup des mini jeux de données qui vont ensuite être ingérés du coup dans Power BI. Et donc vous, ce qui vous intéresse, en tout cas pour installer votre Power BI, c'est le tout dernier. Vous aurez ici donc un lien, enfin un copie URL qui vous permettra juste de cliquer dessus, de copier un URL et ensuite de le mettre dans Power BI. Et pour le mettre du coup dans Power BI, c'est très simple. Donc encore une fois, tout ça c'est expliqué dans la vidéo, hein, ne vous inquiétez pas. C'est très simple pour l'installer. En fait, ici, vous avez l'onglet Transformer des données. Vous cliquez sur la petite flèche. Ici, vous faites modifier les paramètres et vous avez juste à coller un URL. Après, derrière, tout s'installe. Vous n'avez rien d'autre à faire. Voilà. Donc, ensuite, Jérém, est-ce que tu veux rajouter quelque chose? Je pense que là, tu as dit, en fait, en Non, quelques dizaines de minutes, vous avez vu comment les deux logiciels vont interagir. Un pour pouvoir traiter la donnée, NAS, qui va prendre toutes les étapes de traitement de données juste avec le template. Et à la fin de ce traitement de l'année, vous allez récupérer un lien. Ce lien, vous allez le copier dans Power BI où vous avez chargé au préalable le template PBX et ça va mettre à jour ce tableau de bord. c'est ça. Il y a juste à faire ça. Et si on veut utiliser un autre outil que Power BI, pas de souci. Vous allez récupérer en sortie un lien et ce lien, vous pouvez le mettre ailleurs. Vous pouvez le mettre dans Tableau, vous pouvez le mettre dans d'autres logiciels en fait de BI qui réceptionnent de la donnée depuis un lien externe. Et il y en a beaucoup, tous en fait, tous les outils de dashboarding aujourd'hui proposent de requêter de la donnée depuis un lien qui est distant. Et c'est comme ça qu'on met à jour le tableau de bord. Donc, et au pire, il y a toujours les fichiers CSV qui sont préparés, qui vous permettent de du coup voir le bilan, le compte de résultat, le tableau de trésorerie et le site. Exactement, oui. Ils sont ici, on peut les télécharger directement. Ouais. Donc ça facilite en fait toutes les étapes de traitement du FEC qui peuvent être assez pénibles et difficiles à digérer. Là, on prépare tout en amont, on charge, on crée tous ces jeux de données en sortie et on n'a plus qu'à les exploiter de la manière dont on veut. Nous, dans NAS, on fait plein de types de transformations. On peut envoyer de la donnée dans toutes sortes de choses. On peut l'envoyer dans Power BI, on peut l'envoyer dans un email qui va être préparé avec du texte pour dire voici votre résultat. On va pouvoir mettre un fichier joint en CSV. On va pouvoir envoyer des notifications dans Slack, dans Teams. Il y a beaucoup de cas d'usage qui sont possibles. Et en fait, il y a autant de cas d'usage qu'il y a de besoins. Donc, si vous avez aujourd'hui des questions, des choses assez spécifiques, ou si vous voulez re-rentrer, je pense, dans le tableau de bord, pour qu'on regarde les différents éléments, je trouve que ce serait intéressant qu'on prenne votre retour là-dessus. Question de Clément. Côté hébergement, la data est stockée en France. La data, elle est stockée en France, effectivement. Les serveurs qu'on a, ils sont en France. Nous, on n'est pas partisans de stocker non plus trop de data. Comme vous le savez, ce moteur, il est là pour faire un transfert d'informations. Là, l'idée, c'est de pouvoir afficher un lien qui va permettre de récupérer ces fichiers, mais vous pouvez aussi les envoyer sur un serveur qui est le vôtre pour ne pas avoir à stocker ces fichiers sur le moteur, parce que NAS c'est un moteur, comme vous l'avez compris, de données. Donc, là, alors, est-ce que vous pourriez juste expliquer comment marche NAS? Qu'est-ce que je peux rajouter de plus sur le fonctionnement de NAS? NAS, c'est un notebook as a service. Donc, comme je l'expliquais, c'est Jupyter Notebook. Jupyter Notebook, l'outil le plus utilisé en data science. 90% des data scientists au moins connaissent Jupyter Notebook et ont déjà créé des scripts dessus. Donc, ce moteur de cloud va vous permettre d'accéder à cette interface qui est Jupyter Notebook.
Mais nous, ce qu'on a rajouté avec NAS, c'est des microservices autour. Donc, les microservices, on va y accéder en low code pour pouvoir scheduler, donc dire tous les jours, je récupère ces données et je les mets à jour ici. On va pouvoir utiliser des webhooks qui vont permettre de récupérer de l'information d'autres outils et de déclencher des workflows. On va pouvoir partager des assets, comme vous l'avez vu ici. On partage un lien qui est digérable par Power BI. On va pouvoir envoyer des emails un petit peu avant la session, vous avez dû recevoir un email de notification@nas.ai. En fait, c'était un script qui a été lancé d'ici. Donc, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut avec NAS en termes d'automatisation parce que en alliant les notebooks avec les microservices de NAS, on a un vrai outil low-code d'automatisation qui va permettre d'accéder à des fonctions d'automatisation en low-code, d'accéder à des sources de données en low-code et si on a besoin d'aller plus loin, de pousser un peu plus sur la technique, on va avoir toute la possibilité et tous les horizons de Python, qui est le premier langage du monde quand il s'agit de traiter de la donnée. J'espère que j'ai répondu à ta question d'assez. Cool. Il y a combien de lignes de code dans ce script Maxime, lui, c'est son défaut de copywriter, ça. Il veut savoir combien il y a de mots dedans. combien il y a de mots dans le script je pense qu'il y a l'air d'en avoir au moins une bonne cinquantaine. Parce qu'il y a toutes ces règles de traitement, on peut. Ouais, c'est toujours un peu long. Dans les... Je sais pas trop, voilà. Parce que du coup, comme c'est par cellule, c'est ça l'avantage aussi, c'est que tu viens casser aussi par bout et du coup, ça vient en fait réduire. Voilà, tu sais en fait à quelle étape tu es. À défaut de par exemple une requête M sur Power BI, c'est qu'en fait, tu as tout dans un pavé, alors que là, on peut segmenter par cellule et mieux s'y retrouver. Donc non, du coup, on n'a pas la comptabilisation. Je sais pas du tout. En fait, on a les lignes, le nombre de lignes. Donc, on sait qu'on a 32 cellules et que dans les 32 cellules, il y a en moyenne 1 à 2 lignes. Il y en a certaines qui sont plus grosses. Mais faut vraiment voir ça comme un… En plus, c'est un petit peu la logique notion, quoi. C'est des blocs qu'on va mettre en dessous les uns des autres et c'est ça qui va créer la séquence d'automatisation et la séquence de traitement que vous allez vouloir faire. Donc, c'est comme si vous faites un document de spécification technique à une équipe technique, vous allez leur dire voici toutes les étapes qu'il faut réaliser pour pouvoir avoir ce que je veux. Là, c'est exactement la même chose, sauf que vous pouvez vraiment tout de suite mettre ça dans un document qui est le notebook et rajouter les cellules qui vont bien pour faire la transformation. Il y a une autre question de Dassé. Quelle est l'opération que vous faites pour créer le fichier Power BI depuis les fichiers CSV? Ça, en fait, c'est deux fichiers. Hein. C'est deux fichiers. Il y a un fichier script et un fichier Power BI. Donc, ces deux fichiers coexistent. Et il n'y a pas de génération de créer de fichiers Power BI depuis les fichiers CSV. C'est on a créé le modèle qui va permettre d'accueillir les graphes dans Power BI. On a créé le script et on va lier ces deux choses-là avec un lien qui est le lien qui est à la fin du script, que vous allez pouvoir trouver à la fin du script. Donc, c'est vraiment aussi simple que ça. C'est ça. Alors, on a une autre question de Corentin. Je ne suis pas du tout contrôleur de gestion, mais du coup, c'est vraiment un truc formaté qui ne va pas être différent d'une entreprise à une autre. Je parle du FEC, bien sûr. Alors, le FEC, du coup, il est clairement standard. Par contre, ton activité, oui, c'est vrai qu'elle peut changer. Effectivement, elle peut changer, mais en fait, avec le FEC, tu vas déjà pouvoir analyser pas mal d'écarts qui sont assez standards. Par exemple, des écarts liés à tes charges de fonctionnement, à tes services extérieurs, rien qu'à ton achat de marchandises, par exemple, tu vas pouvoir déjà détecter des grosses variations. Alors, c'est sûr que tu pourras peut-être pas aller aussi précisément que dans un ERP, tu vas être contrôleur de gestion, mais tu peux déjà détecter les plus gros écarts et c'est sûrement ce que font la plupart des contrôleurs de gestion qui sont dans des PME ou des plus petites entreprises. Exactement. Et l'avantage du FEC, c'est qu'il y a toutes les lignes de toutes les transactions, de toute la compta. Et on l'a au niveau cash. C'est pour ça qu'on peut recréer le graphique du cash, le graphique avec les entrées, les sorties. Tu peux peut-être repasser sur l'écran Power BI pour qu'on regarde comment c'est fait. Mais
On peut, grâce à ça, recréer toute l'activité et calculer le chiffre d'affaires, la marge brute, les excédents de brut d'exploitation, tous les indicateurs. C'est ça. Si on veut adapter le traitement en fonction des catégories, si vous voulez dire, moi, je veux regrouper le code X, Y et Z dans une autre catégorie, là, tu peux peut-être reswitcher sur la partie d'affectation des règles métiers. C'est ça qu'on fait, en fait, on crée des règles métiers spécifiques. Et quand on crée des règles métiers, on va avoir dans la classification des comptes, ici, peut-être que tu peux mettre un. Voilà. Donc, on va avoir tout chèque 20, 21, 22, 23, 24. Donc, les petits apostrophes, c'est ça qu'ils disent, les types de comptes. Et même ça dans les immobilisations. Donc, ça veut dire que si vous voulez, c'est pour ça qu'on a open sourcé l'intégralité. C'est qu'on veut vraiment laisser toute la possibilité à ceux qui veulent l'exploiter ou comprendre comment ça marche, de regarder, de nous poser la question si vous voulez comprendre un petit peu plus comment ça fonctionne et si vous voulez l'implémenter dans votre société. Et de pouvoir se dire, OK, en fait, moi, si j'ai un plan comptable un peu différent, que je veux modifier certains trucs, eh ben, je peux le faire. Je peux simplement rentrer dans ce code. Il n'y a pas de black box. Tout est open. Et on aurait pu faire une formule low-code très simple qui permet juste de dire, je prends les fakes et je vous crée le tableau de bord. Mais dans ces cas-là, vous n'auriez pas eu toute la capacité de pouvoir comprendre ce qu'il y a sous le capot et comment le traiter. Et ça, c'est vrai que c'était moi une grande frustration, en tout cas quand j'étais du coup dans mon ancienne entreprise où on utilisait SAP, c'est qu'en fait des fois on avait des problèmes d'écart en fait entre la compta et du coup le système contrôle de gestion. On ne pouvait rien faire parce qu'en fait c'était voilà une boîte noire. On pouvait pas savoir pourquoi tel coût il avait été mis dans telle case. Alors que là, l'avantage c'est que là tout est ouvert et tout est modifiable. Du coup, on a quoi? On a d'autres questions encore? Tac. Peut-on se connecter directement de NAS? Ouais. Peut-on se connecter directement de NAS à un logiciel comptable? Alors, la réponse est oui. Parce que, bien entendu, cette flexibilité que vous avez dans les notebooks et via le Python vous permet de vous connecter à n'importe quel outil. À partir du moment où il y a une API, c'est bon. Et s'il n'y a pas d'API, il y a une base de données. Donc, si on sait se connecter à la base de données, on pourra récupérer les données. Il faut juste nous donner les clés et on arrive à ouvrir la porte. Et on a des connexions et des connecteurs qui sont déjà préfaits dans NAS qui permettront d'accéder à une partie de vos outils. Donc, si vous avez des spécificités, n'hésitez pas à venir nous voir et à nous parler en privé pour qu'on puisse regarder comment on pourrait intégrer ça à votre logiciel. Il y a la question de Clément aussi qu'on n'a pas répondu. Alexandre, as-tu inclus un paramètre de refresh de data dans le modèle ou c'est à la mano? Alors aujourd'hui, c'est à la mano parce qu'aujourd'hui, on a des fakes qui sont juste extraits en fin d'année. Par contre, on peut comprendre que, par exemple, si on extrait des fakes n'importe quand ou même au mois, on peut programmer du coup l'actualisation. Et c'est ça tout l'intérêt, en fait. C'est que vous pouvez gagner énormément de temps à mettre à jour vos tableaux de bord de gestion. Si vous prenez le fake à toutes les fins de mois, vous pouvez comparer mois à mois l'évolution. Et c'est tout ce qu'on aimerait pouvoir débloquer, en fait, avec ce projet. C'est débloquer l'usage des fakes pour pouvoir créer des tableaux de bord automatiques de manière beaucoup plus facile. On a une autre question aussi de Maxime. Qu'apporte Python par rapport à VBA pour des financiers d'entreprise? Alors moi, je ne suis pas utilisateur de VBA. Moi, pour avoir utilisé VBA et Florent aussi, qui est mon frère et mon associé sur Cachestory, peut peut-être vous répondre s'il est dans le coin, mais en fait… J'allais écrire. Vas-y, je te laisse répondre. Donc, ouais, le VBA, déjà, c'est porté par ta machine parce que c'est ton fichier Excel qui va avoir tout le code. Donc, je ne sais pas si vous en avez fait, mais moi, généralement, j'allais prendre un café le temps que ça tourne. Donc, ça met 30 minutes. Donc, déjà, de déporter le moteur autre part que sur ton PC, ça te permet de faire autre chose en même temps. Et puis après, tout simplement, c'est la facilité du code et le fait que ça soit un langage qui soit connu et qui soit l'un des langages les plus utilisés en code fait que c'est plus intéressant d'apprendre le Python maintenant que le VBA. Et puis, c'est beaucoup plus rapide. Honnêtement, je suis passé d'une Clio à une Ferrari, donc j'étais plutôt content de l'apprendre. Ouais, c'est en termes de réponse, de puissance, en fait. On a une puissance et une capacité d'interopérer ça avec les différents outils
qui est juste phénoménal. En fait, il y a une communauté de gens qui utilisent le Python dans le monde qui est juste phénoménale aussi. C'est le premier langage utilisé dans le monde. Donc, c'est la compétence clé de cette décennie où on va vraiment avoir besoin d'accéder grâce au Python, grâce à ce langage, on va pouvoir accéder derrière. Et on n'en a pas parlé, hein, mais c'est ça qu'on travaille avec NAS. Il y a un petit point AI derrière. Ça permet d'accéder à l'artificial intelligence, donc au machine learning, à des librairies qui permettent de faire la prédiction, de la classification. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de potentiel. Et une fois qu'on a mis le pied dans les notebooks, on s'ouvre des portes qui sont pas du tout accessibles en VBA. Alors, on avait aussi une question de Hassan. Quel est le prix d'achat de NAS et en combien de temps peut-on être formé sur l'outil? Alors, NAS, c'est gratuit. Il y a 100 crédits gratuits par mois. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter ce soir. C'est open source et vous pouvez faire tourner ça sans crédit par mois. Donc, ça, faire tourner ce test-là, ça va vous coûter, je sais même pas, mais ça va être à peine 2 ou 3 crédits. Je pense que ça va vous coûter de faire tourner ça une fois. Et vous allez après avoir une centaine d'autres crédits par mois. On a voulu faire en sorte que cette plateforme elle soit accessible à tous et que 100 crédits par mois, c'est au moins 3 heures de temps de temps de moteur qui tourne. Donc, Power BI étant gratuit pour ceux qui l'utilisent dans l'entreprise et là, c'est étant gratuit, c'est quelque chose qui, finalement, pour commencer, n'a pas un coût de setup. Là, on vous donne tout pour que vous puissiez commencer pour zéro. Si vous voulez vous former, on a un programme de formation qu'on a appelé le data mining pour tous. Ça me refait penser à la question de Laurine au début. C'est le programme qu'a suivi Alexandre, d'ailleurs. Il a été formé la fin de l'année dernière là-dessus. Et c'est un programme en plusieurs étapes. Première étape, on reprend les bases de comment on fait un bon tableau de bord. Ensuite, on passe d'Excel à Python. Donc, on reprend les bases d'Excel, on passe d'Excel à Python. Et ensuite, on apprend comment utiliser Notebook comme moteur d'automatisation. Et ce programme-là, il est finançable par les OPCO. Si vous avez des questions là-dessus, n'hésitez pas à venir nous parler en privé. Pareil, sur tout ça, on sera ravis de vous accompagner et de vous expliquer. Parce que c'est un programme qui se fait assez bien et qui est pensé, parce qu'on l'a pensé, c'est Florent qui l'a pensé comme si lui, il avait eu besoin de ça à l'époque où il avait dû apprendre tout par lui-même. Donc, c'est vraiment un programme qu'on a pensé pour des gens qui viennent du business et qui veulent comprendre un petit peu plus la technique. Et ça vous permettra de dompter n'importe quel sujet data dans le futur. Et je suis sûr que c'est quelque chose de très, très intéressant comme compétence à acquérir dès qu'on peut, en fait, puisque la finance va vraiment tourner autour de plus de compétences techniques sur ces sujets-là, parce que ça nous permet, en tant que financier et business, d'être plus indépendants et de moins dépendre de l'IT. L'IT ou la technique doit être un fournisseur d'infrastructures, quelqu'un qui est là pour rassurer, pour mettre en place des outils qui sont des outils de groupe. Mais quand il s'agit de traiter la data et de la traiter avec des règles spécifiques, qui est la personne la mieux placée pour le faire? C'est le contrôleur de gestion, c'est le comptable, c'est le directeur financier, c'est le métier. En fait, c'est les gens qui sont du côté business. Donc, avoir ce côté business et ce côté technique, ça va vraiment vous avoir les compétences qu'il faut pour que demain, vous puissiez prendre n'importe quel sujet. C'est clair. Ouais. Bah, c'est comme ça que je suis monté en compétence sur la data. Hein. Clairement, c'est en suivant le programme de formation. Et effectivement, il est bien fait. Il est bien fait. Bravo à Flo. On a d'autres questions qui arrivent qui est on ne pourrait pas directement afficher la data dans les notebooks. Bien sûr que si. En fait, les notebooks permettent d'afficher des graphiques. Et si vous avez besoin de voir tout ça, c'est pareil. On peut vous montrer comment c'est possible. On a fait des intégrations avec Conto, donc pour les banques. On est en train de vraiment de développer toutes ces intégrations de manière complètement open. C'est-à-dire qu'on laisse le code ouvert, on va pouvoir vous montrer comment ça se fait. Certaines intégrations qui nécessitent beaucoup de maintenance et de recherche ont un coût de requête, un coût à la requête, mais c'est
l'idée, c'est vraiment de pouvoir permettre à un maximum de gens dans le milieu de la finance et de la gestion d'accéder à ce genre de technique parce que ça peut changer tout simplement leur vie. Et nous, ça a changé la nôtre quand on a commencé à travailler sur ce genre de sujet. Combien de temps? Alors, il y a d'autres questions. Connexion à des banques cibles à terme, donc oui. Connexion à des banques via les API. On a fait, si vous regardez notre chaîne YouTube, on va mettre d'ailleurs cette vidéo sur la chaîne YouTube, on a fait quelque chose avec Conto. On explique les API bancaires, quel est l'état des API bancaires, comment on peut récupérer l'information. Donc, c'est possible. C'est juste qu'il faut savoir que vos banques ne sont pas forcément toutes au top en termes d'API et qu'il va falloir parfois rentrer dans les méandres de leur documentation pas très sexy pour pouvoir comprendre comment ça se passe. Et il y a sinon des agrégateurs bancaires qui sont Banking, Bridge by Banking, Plaid ou autres, qui permettent de récupérer les données de plusieurs banques en même temps. Et ça, c'est pareil, on peut y accéder et c'est assez facile puisque c'est un agrégateur qui prend en charge la disparité des différentes API bancaires. Donc, oui, connexion possible aux banques. Il faut juste venir nous en parler en privé et on traitera en fonction avec vous les différents cas d'usage que vous avez. Combien de temps en moyenne faut-il pour être capable d'utiliser NAS si on ne sait pas encore coder? Je pense qu'il faut voir les choses de manière hyper pragmatique. Sur NAS, il y a plein de templates. Il y a un répertoire de templates qui est plus d'une centaine de templates sur plein d'outils différents. Ça va vous permettre d'accéder à des templates, des modèles préfaits. Donc, c'est vraiment la logique du modèle préfet. Vous voulez faire une lettre de résiliation pour votre abonnement Internet, vous n'allez pas réécrire votre lettre d'abonnement Internet. Nous, c'est pareil. On va pas réinventer la roue et c'est pas grave de ne pas savoir coder. Il faut comprendre comment c'est fait. Et au fur et à mesure, tu comprends comment coder. Mais c'est pas un prérequis de dire à un moment donné, je vais savoir coder. Ça n'existera jamais. Il n'y a pas un moment où tu le sauras. Par contre, il y a un moment où tu vas comprendre comment c'est fait. Tu vas comprendre la logique de récupération de données, comment j'appelle des librairies qui me permettent de récupérer des données, comment je fais des boucles pour pouvoir automatiser des traitements, comment je vais pouvoir nettoyer ma data avec certaines techniques. Donc, toute cette logique, elle peut se faire en regardant les templates et en comprenant comment ils sont faits. Ensuite, il y a énormément de matériel sur le web pour pouvoir apprendre le Python. Sur YouTube, il y en a plein et nous, on a créé une formation spécifique pour les gens qui viennent du milieu finance pour pouvoir le faire. Mais en gros, notre formation à nous, si tu t'y mets bien, en 1 à 2 semaines, tu peux prendre toutes les vidéos et trouver le crâne. Mais nous, on pense qu'en 2 à 3 mois, c'est possible de réaliser ce switch et de passer d'Excel à Python via les notebooks de manière super sécurisée, en fait. Tu auras vraiment compris les blocs, les grandes étapes qui permettent de rajouter ce genre de compétences à ce genre de chaton d'arc, en fait, simplement. Donc, je dirais de commencer par les templates. Si ça vous intéresse, les templates, vous voulez aller plus loin, nous contacter ou vous regardez des vidéos et des tutoriels sur YouTube pour comprendre comment sont faits les templates et savoir comment c'est fait. Si vous nous contactez, on vous passe le programme de formation, on vous coach et en 3 mois, vous avez de nouvelles compétences. Ok, donc du coup, il y a encore quelques autres questions. Du coup, quel est votre business model si les microservices sont open source? Désolé, c'est mon côté biz qui ressort. Alors, du coup, comment on peut répondre à ça? Alors, ouais, en fait, l'open source, ça ne veut pas dire qu'on ne gagne pas d'argent. L'open source, c'est le fait de dire que quand tu achètes une voiture, tu as le droit de regarder ce qu'il y a sous le moteur. Mais le moteur, il va pouvoir tourner pour 100 crédits, comme j'ai expliqué. 100 crédits, c'est 3 heures par mois. Quand tu auras commencé à utiliser NAS, tu auras envie d'utiliser plus de 3 heures par mois parce que tu pourras automatiser à peu près tout ce que tu veux avec. Là, il y a le cas du Power BI et du Fake, mais tu peux automatiser des emails, tu peux automatiser la récupération de données externes, tu peux traiter et automatiser un paquet de tâches, même pour la finance personnelle. Moi, personnellement, je suis mes finances aussi comme ça. Donc, l'idée, c'est la même idée que AWS, c'est le modèle cloud. C'est exactement ça. Nous, ce qu'on fait, c'est comme un forfait téléphonique. Tu prépaies
tes crédits. Donc, si tu as fini tes crédits de 100, tu vas racheter des nouveaux crédits. Il y a des formules à 15, 12 euros, il y a une formule à 30 euros, il y a une formule pour les entreprises qui est plus importante. Et tout ça, ça va être en fonction des crédits. Et dans ces crédits, tu vas avoir plusieurs typologies. Tu vas avoir des appels où tu vas appeler des API. Tu vas avoir des messages où tu vas envoyer des messages par email pour dire voilà, j'ai fini mon traitement, regardez cet email-là, il a telle et telle donnée. Tu vas pouvoir avoir du temps de moteur qui tourne. Donc, globalement, avec des appels, des messages et du temps de moteur qui tourne, on consomme des crédits. Et nous, notre volonté, c'est du coup d'apporter cette notion de suivi de la consommation. Parce qu'il y a énormément de gens qui considèrent que le traitement de la donnée, c'est facile et qu'il suffit juste d'aller dans le cloud et d'attendre. Mais en fait, il faut être économe quand on va faire ça. Il faut avoir une logique de pas surchauffer des serveurs, de pas les laisser allumer tout le temps, de pas. Nous, on s'occupe de ça. On s'occupe de gérer cette gestion des serveurs parce que ce que vous avez, c'est des serveurs privés qui vont tourner, c'est des moteurs privés qui vont tourner. Donc, on s'occupe de tout ça et c'est cette gestion-là qui nous permet de gagner de l'argent. En fait, c'est la partie payante quand on a fait le free plan qui va nous permettre de facturer des entreprises sur des temps de traitement de gros pipelines de données. Donc, on appelle ça des pipelines parce que c'est des grosses étapes de traitement. Nous, au Cachetori, en tant que société, on gère des traitements de données sur des ventes pour des groupes du luxe français dans plein de différents pays qu'on récupère chaque jour, qu'on consolide et dans lesquels on crée des rapports qui permettent de voir les analyses des ventes par rapport au budget, par rapport au forecast, par rapport à la STIR. Et globalement, c'est cette activité entreprise aussi qui est la base de notre modèle économique. C'est qu'on est là pour pouvoir aider n'importe qui. Vous, les gens en personne, on va les aider à passer sur ce genre de technologie. Mais à terme, ce qu'on vend, c'est des services aux entreprises qui permettent d'automatiser des process de traitement de données qui sont aujourd'hui faits dans des Excel ou des TBA ou dans n'importe quel autre système exotique qu'on pourrait imaginer, des bases Access, plein de trucs qui restent et qui traînent dans plein d'endroits. On pourrait les faire passer dans des moteurs cloud et avec du Python. Et ce serait salutaire pour un paquet de boîtes, je pense. Ouais, je pense aussi. Alors après, on a encore d'autres questions. On peut refaire du Power Query après les traitements de ce notebook, je suppose que c'est Corentin. Ouais, clairement, c'est ce qui se passe un peu ici. C'est qu'en fait, on envoie donc du coup de NAS un lien URL et en fait, pour récupérer ce lien URL, on passe justement par Power Query juste pour charger le dataset et c'est tout. Voilà, parce qu'en fait, tout ce qui est fait, tout est fait en amont. Donc effectivement, on utilise aussi Power Query. Est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir coder? Est-ce que ça vaut le coup? Encore, nous avons plus de plateformes no-code qui se mettent en place pour revenir à l'analyse du fait qu'on peut vraiment automatiser. Alors, est-ce que c'est vraiment nécessaire de savoir coder? C'est une bonne question. Je pense que oui, parce que dans ce cas-là, par exemple, tu vois, on arrive vite à nos limites quand il suffit d'utiliser des outils no-code comme Power Query. Et donc, je pense que c'est important de savoir coder et c'est surtout que ça va te rajouter en fait une corde à ton arc qui est vraiment hyper importante parce que tu vas comprendre une certaine logique aussi. Tu vas monter en compétence dans la data en général. Et donc, oui, moi, je considère que c'est important. Est-ce que ça vaut le coup alors du coup de performer du coup, et quand on lit tous les rapports qui expliquent le futur du travail et le futur de la finance, vous verrez que les compétences vont tous vers demain, beaucoup plus de gens savent parler le langage de la Chine. Parce que c'est ça, en fait. Savoir coder, c'est savoir parler la langue de la machine. Ouais, mais c'est ça, c'est de la data science, quoi. C'est qu'en fait, à la fin, on manipule plus des chiffres en tant que tel ou des données financières. C'est que c'est juste de la data, point barre. Et il faut savoir manipuler la data d'une règle générale. C'est ça. Merci, Corentin. Merci. De passer. Est-ce qu'on va avoir, donc voilà, qu'est-ce qu'on a comme question? Vous avez évoqué les prédictions. Comment faire dans NAS et quel type de modèle utiliser? Alors, pour les prédictions, on a ce qu'on appelle, nous, on vous a expliqué qu'on fait du low-code. Donc, par-dessus Python, on rajoute des formules qui abstraient la complexité des modèles pour pouvoir simplement écrire une ligne de code. Donc, pour pouvoir faire des prédictions sur une courbe comme celle-ci, tu fais nasdriver.prédiction .get et tu vas, entre parenthèses, mettre ton jeu de données
et le type de prédiction que tu vas avoir. Les types de prédiction, c'est des modèles qui sont déjà préfaits et qui viennent de librairies qui sont développées par Google, Amazon et autres, et qui ont déjà pré-packagé. Donc, on va avoir plein de modèles qui vont permettre de le faire. Je ne sais pas si tu es familier avec les prédictions, mais en gros, on a dans les prédictions un modèle assez simple que tout le monde comprend, c'est le système de la régression linéaire. Donc, c'est une méthode statistique qui permet de prendre tous les points de données qu'il y a eu avant et de prédire sur la base de toutes les variations, d'un point de vue statique, ce qui va pouvoir se passer après. Donc, en faisant lancer ce genre de modèle de machine learning, donc c'est comme ça que ça s'appelle, on va pouvoir ne pas avoir à créer de règles statistiques nous-mêmes, à ne pas avoir de règles statistiques nous-mêmes et pouvoir projeter des points de données dans le futur. Donc, ARIMA, SVR, Linear Regression simple, il y a plein de modèles qui existent et qui sont disponibles. Et nous, on a une mission de faciliter ça via des formules low-code comme si c'était dans Excel. Est-ce qu'il y a des prédictions type bayésien? On n'a pas encore de travailler sur les types bayésiens. On a fait ARIMA, SVR, Linear Regression qui sont des trucs très simples. Et on va étoffer notre librairie de formules dans le futur. Est-ce que c'est possible d'avoir une interface instantanée pour que les utilisateurs entrent des données? Alors oui, tu peux créer une interface. En fait, tu peux te brancher pour la récupération de données, tu peux créer des pages HTML, et on a des templates aussi pour ça, qui permettent de créer des interfaces qui permettent de récupérer des données. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un site en no-code, on utilise les webhooks, donc les webhooks qui sont des trucs assez communs qui permettent de récupérer des données d'un formulaire. Donc, tu peux faire un Google Form, un Typeform, un formulaire tout simple, un HTML, n'importe quoi. Ça permet de récupérer la fonction webhook va permettre de récupérer ces données-là et de les envoyer dans ton notebook pour qu'ils puissent ensuite déclencher des actions. Et c'est hyper puissant parce que du coup, cette fonctionnalité webhook, c'est un des microservices qu'on a rajouté autour de ça avec les notebooks et tous ces microservices-là. Et ça permet vraiment d'aller super loin et de vraiment créer des automatisations complètes avec des formulaires qui sont dans les mains d'utilisateurs qui ne vont pas forcément voir le traitement des données derrière, mais qui ont juste besoin de saisir quelques données. Donc oui, c'est un input comme un autre qu'on va pouvoir créer. Et donc voilà, il faut vraiment vous rappeler input, modèle, output. L'input, c'est mes données, n'importe quel type d'input. NAS, ce qu'il fait, c'est le modèle. Il permet d'écrire le modèle et de créer la transformation. Et l'output, ça va être du Power BI, de l'email, du tableau, de tout ce que vous voulez, d'envoi dans une app. C'est vraiment un moteur de données dans le cloud dans lequel vous allez pouvoir charger vos transformations. Super cool. Est-ce qu'il est possible d'interfacer NAS.ai et R? Alors, tu pourrais lancer du R. Aujourd'hui, on est juste sur le Python. Parce que c'est le moteur, enfin, c'est le langage que nous, on maîtrise pour le moment. On maîtrise pas R, tout simplement. Mais dans les notebooks, tu pourrais brancher des kernels. On appelle ça des kernels. C'est des pistons qui permettent de faire du R. Mais je vois que Julie, tu es déjà assez loin dans ta science, là. Est-ce que c'était clair? Il nous reste 1 minute. Est-ce que si ça vous a plu, vous pouvez nous mettre des petits pouces en l'air pour ceux qui sont encore là? Est-ce que c'était cool? Si ça vous intéresse, vous pouvez bien sûr nous contacter. On va vous passer le lien. On va vous l'envoyer, je pense, par email. On va vous envoyer une petite. Voilà, il y en a qui sont partis. Donc, on vous envoie tout ça par email. On vous envoie un lien que vous allez pouvoir utiliser. N'hésitez pas à nous poser des questions, à revenir vers nous si vous avez des problématiques. Si vous voulez l'installer chez vous et vous avez besoin d'assistance, n'hésitez pas aussi à nous faire signe. Et si c'est des sujets qui sont intéressants pour votre entreprise, on serait aussi ravis de vous aider à les implémenter chez vous. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. On est vraiment à l'écoute et on serait très content de pouvoir parler avec chacun d'entre vous en privé. Voilà. Merci Notre beaucoup. session se termine. Il est 14h pile. Merci à tous. Merci Alex. C'était super. Merci à vous les gars. Et je vous souhaite à tous un excellent après-midi. Ciao, à plus. Ciao.